Alors, nous allons désormais aborder la thématique des pratiques innovantes IPA. Donc, nous avons donc interpellé 3 IPA ayant initié ce type de pratique. Cette présentation va s'articuler autour de 3 interventions. Donc, tout d'abord avec Alexandra Freudwey, qui travaille en pédo. Elle se présentera. Elle va nous présenter son travail qui est axé sur le repérage précoce. Dans un deuxième temps, ça sera Hugues Monjarry. Donc là, ça sera plus sur les ados et les jeunes adultes, qui va nous parler du PEP et de la réhabilitation, voire même de la réhabilitation dans le PEP, il sera plus clair. Et sur un troisième axe, ça sera avec Cécile Romilly, donc plus côté adulte, qui va nous faire part de sa pratique innovante d'IPA en intra. Voilà. Alexandra, je te laisse la parole. Je sais même pas comment ça marche cette affaire-là. Tu es toujours là. Ah, ok. Merci Jérôme. Bon bah ouais, merci. Faut pas applaudir maintenant parce que franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. Merci déjà à tous pour l'orga de ce congrès. Franchement, on a passé une super journée. Merci particulier au groupe des 11 IPA de Mazurel et puis bon, principalement quand même à Jérôme et Hélène qui m'ont topé il y a un an pour me proposer ça. On n'y reprendra plus. Donc moi je suis Alexandra Freudwey, IPA en CMP enfant. Alors, je travaille en pédopsie depuis plus de 10 ans maintenant et IPA depuis 2 ans. J'ai une activité spécifique que je vais vous présenter en fait qui s'articule autour d'un projet repérage et soins précoces au sein du CMP qui concerne la tranche d'âge des tout petits, plutôt les 0-3 ans. Donc là, je vais vous présenter qu'une toute petite partie de mon activité qui est en fait la consultation conjointe en PMI. Donc vous allez voir qu'il y a des petites similitudes. Moi, quand j'ai travaillé ce diapo, là, j'ai repensé à l'intervention de Jérôme l'année dernière à Rouen sur les consultes en maison de santé, les consultes avancées voilà, que certains d'entre vous développent. C'est un peu ce que je vais vous présenter, mais sur la PMI. PMI, protection maternelle infantile, qui ne porte pas très bien son nom. Du coup, se représenter l'espace, parce que vous venez un peu partout en France, donc je vous ai remis la carte de Loire-Atlantique. Epsilon, l'hôpital pour lequel je travaille, se situe à Blain, donc dans la zone bleue. C'était important pour moi de vous montrer ça, parce que concrètement, c'est une zone, comme vous le voyez, géographique très étendue. C'est une zone très rurale, avec... bon, je ne vous ai pas remis les chiffres, je n'avais pas envie d'assommer, mais... concrètement, on a un taux de suicide largement supérieur à la moyenne nationale, un taux de mésusage de l'alcool aussi largement supérieur, un taux de violence intrafamiliale que je vous passerai, etc. etc. Du coup, ça plante un peu le décor quand même de mon intervention en précocité. Donc la genèse du projet, faut remonter un peu loin, dans les années 90-2000. En fait, il y a la création, nous, sur notre territoire, des réseaux petits qui vont concerner les 0-6 ans et du coup, tous les partenaires du sanitaire et du médico-social qui tournent autour de cette tranche d'âge-là. L'idée, elle vient notamment des PMI qui rencontrent de temps en temps, un peu à la marge, des situations plus difficiles que d'autres et qui se questionnent. Et du coup, elles n'ont pas les moyens. Alors, je dis elles parce que je travaille qu'avec des femmes. Excusez-moi, messieurs, mais ce sera elles pour aujourd'hui. Elles n'ont pas les réponses en fait à apporter et en fait les réseaux ils se créent pour que la pédopsie elle puisse amener en fait un étayage à la réflexion des autres partenaires autour des enfants. Ces réseaux ils existent toujours et j'en fais partie aujourd'hui. Le réseau médical hyper important et les premières interventions conjointes qui sont un peu à la marge donc dans ces mêmes années 90 fin des années 90-2000. Avec notamment 2 médecins alors, du territoire de Châteaubriand principalement. Pourquoi Châteaubriand? Parce qu'il y a une maternité et une néonate et une pédiatrie sur ce territoire. Et donc, c'est les 2 médecins de PMI et médecins de pédopsie, de temps en temps, à la marge, voilà, quelques fois par an, vont réaliser des consultations conjointes ensemble sur des situations très spécifiques, très particulières. En fait, c'est le début vraiment de ma réflexion. Dans les mêmes temps, notamment au début des années 2000, on a le test sur notre territoire du dispositif Panjo.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vraiment l'idée de proposer à des femmes qui accueillent leur premier enfant et qui vivent en situation de vulnérabilité un accompagnement à domicile qui est renforcé. Donc c'est principalement les sages-femmes, mais aussi les puéricultrices en seconde ligne. Et qui vient superviser ce travail-là, qui vient étayer la PMI, c'est une nouvelle fois la pédopsie, et donc c'est le médecin chef de pôle avec qui on travaille à l'époque. Et puis dans les mêmes temps, dès les années 90, je pense que ça va vous parler, cette partie-là, il y a des délais d'attente en CMP enfants et adolescents qui se rallongent. Et puis nous, en tout cas au niveau de notre pôle, on décide de travailler autour d'un staff EPP, donc sur l'évaluation des pratiques professionnelles, pour définir des critères d'urgence, pour pouvoir mieux accueillir, en tout cas plus rapidement, les urgences dans les CMP enfants-ados. Et dans ces critères d'urgence, moi j'en ai ressorti 2. On ressort en fait les enfants de moins de 3 ans en tant que critères d'urgence. Et puis les enfants et la violence, donc les enfants victimes de violences sous toutes ses formes. Et j'ai rajouté les enfants témoins parce que la loi a changé. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est début 2023, c'est très récent. Les enfants témoins de violences conjugales sont maintenant reconnus comme des victimes. Donc c'était hyper important pour moi de le... Voilà. Sauf qu'en fait, ces critères d'urgence, de fil en aiguille, c'est plus devenu, en tout cas les moins de 3 ans, c'était plus franchement une urgence et ils étaient plus accueillis dans les CMP parce que l'urgence, elle était aux ados suicidaires. Voilà. 2020, rapport des 1000 premiers jours, je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois des 1000 premiers jours. Commission présidée par Boris Cyrulnik, avec l'idée de lutter contre les inégalités de destin dès les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, je vous ai mis les refs à chaque fois, je pense qu'il y aura les diapos diffusés. Donc moi je poursuis, en fait, je rentre à l'école en 2020, en master IPA, Angers Tours. Moi mon sujet de mémoire il est déjà dans ma tête quand je rentre. Je me pose la question, en tant qu'IPA, quel maillon moi je peux être, en fait, quelle place je peux prendre dans le repérage précoce et comment je peux aider en fait à limiter ces arrivées d'enfants et ados dans les CMP et surtout quand ils arrivent trop tard. Et puis en fait, en parallèle, ma chef de pôle, mon cadre sup, la direction des soins chez nous porte un projet qui s'appelle Repérage et soins précoces, avec l'idée de redéployer les consultations conjointes en PMI de façon pérenne, formalisée avec le département de Loire-Atlantique, surtout sur la délégation de Châteaubriand, et puis renforcer le travail de réseau. Du coup, le projet en lui-même, ça ressemble à quoi ? Il y a d'abord une partie administrative. Moi, j'ai appris plein de choses. En tant qu'IPA, franchement, je ne pensais pas pouvoir porter des choses comme ça. Du coup, on m'a demandé d'écrire une fiche action. Donc, sur la base du projet de pôle, ce qui était écrit dans le projet, j'ai rien inventé. Je suis juste allée mettre, moi, ce que je connaissais du terrain. Et du coup, ça s'est enchaîné, les réunions entre les responsables de délégation du département et puis les responsables d'Epsilon, donc là, chefferie de pôle. Et puis, à un autre niveau, là, c'est en cours. Il y a l'idée d'une convention cadre entre la direction de notre établissement et le président du conseil départemental qui permettra vraiment de venir valider tout le travail qui est fait au travers des fiches actions. La coordination du projet à l'échelle du pôle, qui me revient quand même actuellement avec... l'idée que je puisse un peu pointer, chiffrer, faire un rapport d'activité annuelle, qui est intéressant en même temps parce qu'il permet de venir voir concrètement ce qui se passe dans ces consultes-là. Une organisation très concrète, par le biais d'un calendrier, des réunions, d'évaluation annuelle PMI-CMP. Voilà, en gros, on se va 1 à 2 fois par an avec la PMI et les CMP pour échanger sur les consultes conjointes, ce qui va pas, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Le travail de réseau, encore plus qu'avant, je pense, qui était déjà très présent, et notamment avec le réseau petit, qui a permis aussi vraiment une interconnaissance sur le territoire, qui permet des échanges cliniques très réguliers, et puis un débriefing clinique qui permet de faire monter en fait tout le monde en compétences. C'est-à-dire que moi, si je parle de moi, j'apprends énormément au contact des puères et des médecins de PMI, notamment sur la question du somatique, en fait, que je ne connais pas très bien chez l'enfant, donc vraiment d'un point de vue pédiatrie, et autant que moi, je leur amène d'un point de vue pédopsychiatrie. Le projet, c'est une répartition tout de même, parce que donc, si vous voyez la zone bleue géographique très étendue,
je ne peux pas être partout. Sur la délégation, il y a 5 PMI qui sont à Nozay, Nord-sur-Erdre, Saint-Nicolas-de-Redon. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, du coup, j'en ai discuté avec mes collègues. Et donc, j'ai proposé à 2 collègues psychologues qui travaillent sur Châteaubriand et Blain d'assurer les consultations conjointes à Châteaubriand et Blain. Donc, ce n'est pas la même approche quand même. C'est important de se le dire. En pratique, c'est quoi ? C'est une demi-journée par mois et par PMI. Comme je disais, c'est vraiment une toute petite partie de mon exercice, hein. Mais ça représente déjà beaucoup de travail. Sur le site de PMI, donc au plus près des familles, quand même l'idée principale, c'était aussi d'aller vers, quand je vais dans les délégations, quand je vais dans les EDS, je suis au plus près des familles, quoi, qui pour la majeure partie n'ont pas le permis. C'est conjoint avec les médecins de PMI et ou la PUR. Ça, c'est important parce qu'en fait, la demande initiale, et notamment qui émanait du département, c'était que les consultations elles soient médecin IPA, même si le médecin ne connaissait pas l'enfant. Bon, moi, j'avais pas trop envie de ça parce que je trouvais que c'était quand même plus pertinent d'accueillir un enfant et sa famille quand on le connaît. Et parfois, c'est la puéricultrice qui est au centre en fait, de la situation de soins pour l'enfant. Donc on a avancé un peu ces arguments-là. Alors les médecins de PMI étaient complètement d'accord avec moi. Et donc on a avancé ça, on fait plutôt en fonction de qui connaît l'enfant et sa famille. C'est 3 consultations familiales maximum par demi-journée. Je le dis parce que du coup c'est quand même beaucoup. C'est à peu près 3 fois 1 heure. Plus un temps de transmission avant où les collègues me présentent rapidement en une demi-heure les 3 enfants que je vais recevoir dans la matinée. Et après, les 3 consultes, c'est environ 1 heure de débrief clinique où on reprend les situations, ce qu'on a observé, on échange, on met en commun. C'est pas rien, ça veut dire que ça représente environ 4h30 de travail en fait, par demi-journée. Et c'est franchement énergivore quand on accueille un petit, souvent ses 2 parents, très souvent la fratrie avec. Voilà, on est au moins facilement 6 ou 7 dans le bureau. La création d'un dossier au CMP, ça c'est important parce que du coup, en fait, ça implique qu'on recueille des données quand même administratives et qu'on crée un dossier dans un CMP. Donc ça, c'est pas rien et ça se présente et ça se travaille pour pouvoir le présenter aux familles. On a la possibilité de proposer une 2e consultation conjointe à la PMI, voilà, quand c'est possible et si nécessaire. L'idée, c'est quand même aussi d'avoir une orientation facilitée vers le CMP quand c'est nécessaire. Et puis un travail conjoint autour du réseau, donc, parce qu'autour de ces consultations conjointes-là, c'est pas juste une consultation one-shot, c'est un travail avec le médecin généraliste, avec la plateforme de coordination et d'orientation, avec Santé Protégée, avec la protection de l'enfance, avec les écoles, etc. etc. Bon, pour vous faire un peu une image de ce que ça donne, bon là j'ai fait un petit retour juste sur les 10 mois effectifs d'expérimentation, qui représente 64 consultations conjointes qui ont été réalisées, pour une moyenne d'âge de 2,4 ans, le plus jeune la plus jeune en l'occurrence, elle avait 1 mois, et la plus âgée, 5 ans et 10 mois. C'est plutôt à la marge, les 5 ans. Et puis, alors, les orientations à l'issue de la consultation, c'est assez, je trouve, parlant. C'est que majoritairement, en fait, il n'y a aucune. En fait, il n'y a pas d'orientation proposée. Alors, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Il y a une poursuite souvent en PMI. Il y a un travail avec le médecin traitant. Mais en fait, d'avoir posé des mots sur certaines situations, d'avoir observé la situation, apporté son regard, ça suffit à enclencher des choses. Et souvent, très souvent aussi, là, il y a 8 orientations, mais je ne l'ai pas précisé, il y en a 2 en urgence. Ça permet, moi, d'orienter les parents en soins adultes. Et cette année, donc voilà, sur les 10 mois, là, j'ai orienté 8 parents, en tout cas, qui sont allés au bout de la démarche en CMP adulte, dont 2 aux urgences sur des crises suicidaires. Après, voilà, il y a quand même 13 enfants qui sont arrivés jusqu'au CMP sur les 64. Voilà, bon, c'est facilitant. Ce travail-là, qu'en faire? Parce que moi, que la clinique, elle m'intéresse très très fort. Ça m'a fait écho tout à l'heure, ce qui a été dit sur la recherche. Parce qu'en fait, je me pose quand même plein de questions. Je me dis, c'est dommage de ne pas faire quelque chose de ça. En fait, moi, j'ai tout le temps les puères, les médecins qui me disent « Ah, c'est super, oh, je pratique plus pareil. Ah, tiens, j'ai pensé à ça le jour, ça m'a fait penser à ça. » Enfin, vous voyez, les échanges qu'on peut avoir en fait entre nous, de façon, voilà, un peu informelle.
je vois bien qu'il y a une forme de leadership clinique, que ça aide, que je vois bien qu'il y a du bénéfice. Enfin, les chiffres montrent qu'il y a du bénéfice pour les enfants, mais il n'y a rien de posé là-dessus. Et du coup, je me demande s'il ne faudrait pas quand même faire une recherche à ce sujet-là. Voilà, ce travail collaboratif, en fait, moi, je me pose vraiment, ma première question qui me taraude depuis un an, c'est quel impact dans la pratique des puéricultrices, vraiment, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? Et puis, quel bénéfice pour les patients, clairement, parce que je vois bien que la majorité du temps, ça les aide, mais comment? Voilà. Merci. Merci à toi, Alexandra. On va passer à Hugues. Je te laisse. Je te passe la main. Je pense que Anne, il faut prendre contact avec Alexandra. J'ai un peu l'impression, parce qu'a priori on était 3 bavards, il fallait qu'on gère le temps, et là, avec brio. Alors moi, dans la programmation, c'était noté PEP, réhabilitation, le titre, je trouvais, c'était bizarre, et en fait, j'ai pas trouvé mieux, donc je vous propose IPA, PSM en RPS et IP, le PEP. Vous remarquerez qu'il y a deux liaisons, le en et le qui ne correspondent à rien. Le reste, réhabilitation psychosociale et intervention précoce. Et on m'a demandé de vous parler plus spécifiquement du premier épisode psychotique. Donc moi c'est Hugues Monjaret, je suis infirmier en pratique avancée sur la filière de réhabilitation psychosociale de La Rochelle. Je vous ai mis un petit peu mon parcours professionnel parce qu'en fait, il est aussi, ce parcours, il témoigne de mon implication dans ces soins de réhab et dans cette dynamique de l'intervention précoce et de la psychiatrie préventive. Donc avec un parcours traditionnel de service de soins sans consentement, passage en ambulatoire. Assez rapidement, j'ai découvert la remédiation cognitive, immersion dans les données probantes, centrée sur les personnes, découverte de la dynamique du vinatier avec Nicolas Franck. Donc du coup, ça a été un propulseur pour moi, pour mon émancipation. Et puis progressivement, vous voyez les différentes formations qui m'ont permis de développer cette expertise sur ces sujets-là. Et le dernier en date a été ma formation pour la CARMS parce que en parallèle de mon Master 2, nous avons répondu à un FIOP pour décliner, il faut avoir une équipe d'intervention précoce, une équipe mobile qui s'appelle Ellipse et que nous déployons depuis 2 ans. Donc voilà un petit peu. Donc en parallèle de ça, je fais partie du comité de rédaction de la veille scientifique de l'AFRC. La dernière veille est sortie la semaine dernière. Si vous voulez agrémenter votre réflexion sur la remédiation cognitive, le sujet c'était l'espoir. L'espoir, c'est hyper important. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me porte. Je suis intégré avec Caroline Damasceno, qui est une collègue IPA, sur le vinatier, qui a remporté un PHRIP sur l'impact d'un nouveau parcours de psychoéducation coordonné par les IPA sur le fardeau des proches. Les aidants, c'est un défi majeur également. Il y a des choses à faire sur ces sujets-là. Et puis, j'ai pu publier, enfin, dans la revue francophone internationale de recherche infirmière, mon travail de master sur les attitudes, sur les expériences infirmières auprès des jeunes, présentant un premier épisode psychotique. On est dans le thème. J'aurai probablement l'occasion de vous en parler un petit peu. Voilà, puis à côté de ça, quelques vacations à l'université Sorbonne Paris-Nord. Je suis diplômé de cette faculté. Alors, le premier épisode psychotique, je vous ai défini, j'ai distingué une définition qui dit « Un premier épisode psychotique désigne la période où, pour la première fois, une personne présente des symptômes psychotiques. Les personnes vivant un premier épisode psychotique ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive. Leurs symptômes sont souvent hautement dérangeants et complètement étranges, les laissant confuses et en détresse. Et cette détresse, elle est augmentée par les préjugés qui circulent sur la maladie mentale encore fréquente dans la population. » Donc ça, déjà, voilà. Alors, c'est l'émergence... Je ne sais pas si je peux... Ouais, parce que ça me gêne un peu. L'émergence de symptômes psychotiques à un niveau cliniquement significatif sur une durée de 7 jours, supérieure à 7 jours sans résolution spontanée. Le pronostic, du coup, on sait qu'un premier épisode psychotique, ce n'est pas forcément une bascule vers la schizophrénie. Il y a d'autres
possibilités. Et puis en France, nous sommes souvent confrontés à des premiers épisodes qui ont déjà une durée d'évolution très longue, environ 18 mois en France contre 14,8 mois dans le monde. Donc voilà, on a quand même cette durée de psychose non traitée qui est quand même assez importante, qui est liée à plusieurs facteurs. On n'a pas beaucoup de services d'intervention précoce encore déployés sur le territoire, la stigmatisation notamment, puis certaines opacités sur nos fonctionnements voilà, qui font qu'on a cette durée de psychose sur laquelle il va falloir travailler. On est aussi dans la réduction des délais d'accès aux soins, et c'est des enjeux majeurs pour les années à venir. Alors, ce schéma, il est souvent connu, très utilisé, notamment par le réseau Transition, qui porte cette dynamique au niveau national sur l'implantation de l'intervention précoce, sur ces éléments un petit peu prodromiques qui évoluent quand même insidieusement, bien avant la rupture, bien avant le premier épisode psychotique, avec, on voit cette étude qui remonte déjà à un certain nombre d'années, mais qui montre que, eh bien, il y a tout un lot de troubles qui s'installent, qui peuvent être mêlés à d'autres problématiques et qui peuvent être finalement comment dire, nous perdre et pas forcément nous pencher sur de potentiels symptômes psychotiques émergents. Voilà. Donc en fait, pendant très longtemps, on nous a appris la bouffée délirante aiguë, c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et j'ai repris dans un ouvrage Juliette Martin qui nous dit plutôt... On va plutôt parler d'un coup de tonnerre dans un ciel couvert, parce que dans 80% des cas, il y avait des éléments prodromiques, il y avait des éléments voilà, qui nous faisaient dire qu'on aurait pu peut-être arriver plus tôt. Donc ça, voilà, c'est le premier truc sur lequel important à se pencher. Alors ce schéma, il montre aussi finalement cette dynamique de l'intervention précoce qui travaille ce qu'on appelle en staging, c'est des stades, sur un mode de staging, sur des stades. On n'est pas dans du diagnostic, on est dans du diagnostic de situation. Et c'est vrai que le premier épisode, eh bien, il est un petit peu entre les deux, entre cette phase de prévention ciblée, d'intervention précoce, où là on peut être dans la prévention, et puis le premier épisode potentiellement c'est des jeunes aussi qui ont déjà eu des troubles assez importants sur lesquels on peut quand même aussi agir avec des traitements médicamenteux notamment, en plus d'autres choses, et je vais y revenir. Alors, quelques données. 10 000 nouveaux cas de PEP par an en France, environ 3%, enfin sur 100 jeunes, 3 vivront une expérience psychotique. Il y a un taux d'abandon prématuré du traitement dans le PEP et un taux de rechute qui est très élevé, 77% à 1 an, 90% à 2 ans. Et puis, suite aux hospitalisations sous contrainte, on a une proportion de perdu de vue et de désengagement de 50% après la première hospitalisation dans un service de psychiatrie standard. Donc c'est des chiffres quand même qui peuvent nous questionner et qui aussi agrémentent cette réflexion de pourquoi pas développer des services qui peuvent intervenir autrement que notre psychiatrie traditionnelle. Alors, pour les retards de prise en charge, ils augmentent finalement tout un lot d'éléments que vous voyez ici. Voilà, les risques de suicide, les risques de consommation toxique, d'aggravation des troubles cognitifs, les ruptures familiales, les risques d'interruption de scolarité, des formations professionnelles, le risque de licenciement, de chômage prolongé, l'augmentation des troubles du comportement et de perturbations sociales, une moins bonne réponse au traitement, une rémission plus lente et moins complète, et puis une moins bonne adhésion au traitement, plus de rechute. L'intervention précoce, elle va se pencher là-dessus. Ça veut dire qu'elle va vraiment essayer d'agir sur tous ces éléments-là. On va pas dire prenez le temps de vous poser. Non, c'est quoi ton projet? T'étais où les études? T'en es où est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Et ça, c'est un petit peu le défi de ces équipes d'intervention précoce qui s'installent progressivement sur les territoires, notamment le nôtre qui s'appelle Ellipse, comme je disais tout à l'heure, qui s'adresse pour nous à une population de 15 à 25 ans. C'est un choix. Il y a certains qui font un peu plus parce qu'on sait que sur la période de maturation cérébrale, ça fait 12-25. Il y a des centres qui peuvent... nous, c'est 15-25 ans. On est dans une démarche préventive et intensive. Et puis, donc, du coup, on accueille des populations dites de ultra haut risque, les jeunes de
ultra haut risque de transition vers la psychose et les premiers épisodes psychotiques. Avec 2 niveaux de prise en soin, un temps d'évaluation, de détection des potentiels troubles avec réorientation vers un service compétent. Donc là, moi, je suis basé pas mal sur ces éléments-là, d'évaluation, d'utilisation d'outils tels la CARMS, d'alliance, rien que ça aussi, hein, c'est rentrer en contact avec les jeunes, c'est qui tu es, qui je suis. Le dévoilement est une part essentielle, j'adore le hip-hop, j'apprends plein de nouveaux trucs, j'ai plein de nouveaux sons. Bref, c'est vraiment quelque chose c'est une dynamique user-friendly, on sort un peu des codes. Et puis, donc, il y a beaucoup de réorientation, finalement, on essaye de cheminer avec le jeune pour l'orienter vers un dispositif le plus adapté. Et si n'intègre pas les critères de prise en soin, on aimerait les augmenter, on aimerait prendre tous les jeunes, parce que finalement, les troubles émergents, ça concerne aussi le trouble borderline, ça concerne aussi les troubles bipolaires. Il y a beaucoup d'enjeux sur beaucoup de troubles, mais pour le moment, bon, on n'a pas énormément de moyens, hein, on fait avec ce qu'on a. Et puis, si ces jeunes s'inscrivent finalement dans cette critère, et le premier épisode psychotique, il l'est de fait, et bien du coup on propose des accompagnements de 2 ans intensifs avec un modèle qui va être le modèle du case management, de coordination de parcours, qui a le rôle pivot. C'est le rôle pivot, le case manager. On essaye d'un petit peu démédicaliser. Alors pour un PEP, on ne va pas démédicaliser, soutien des médecins à fond, on en a besoin, mais on peut aussi cibler sur l'aspect fonctionnel, sur l'aspect de quel est ton projet, quel est ton souhait et comment on regarde ensemble vers quoi tu aspires et comment on peut faire en sorte pour cheminer là-dessus. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de travaux autour de gestion de stress, gestion émotionnelle, etc. Donc juste pour montrer quelques chiffres, 85% débutent avant l'âge de 25 ans, hein, cette période de maturation cérébrale, une période de grande vulnérabilité et de grande opportunité. Les chiffres nous disent que 15% de ces jeunes se réinsèrent socialement dans les 2 ans en suivant un parcours classique, et 60% de ces jeunes se réinsèrent socialement dans les 2 ans grâce à une intervention précoce. Donc c'est aussi des éléments qui nous font dire que ce serait chouette qu'on continue à développer ces dispositifs-là. L'intérêt derrière nous, c'est 2 ans. Donc du coup, 2 ans, en fait, dès qu'on reçoit le jeune, finalement, on regarde déjà la sortie, on anticipe déjà la fin. Et c'est tout l'intérêt aussi de regarder ce qui sera possible et de déjà construire avec lui la sortie du dispositif. Finalement, tout s'ouvre à nous, que ça soit une orientation vers le secteur psychiatrique, parce qu'il y aura besoin de continuer à cheminer avec un suivi. Et puis ça peut être vers les médecins généralistes, vers le libéral. Et puis l'intérêt d'être attaché à cette filière de réhabilitation psychosociale, c'est bien que finalement on ne va plus forcément l'accompagner sur l'intervention précoce à proprement parler. On va pouvoir continuer à cheminer avec lui, avec la réhabilitation psychosociale, notre centre de proximité, qui a des outils qui sera peut-être plus adaptés aussi ensuite à développer des habiletés, développer une meilleure connaissance de certains troubles si, admettons, ils se sont un petit peu chronicisés. Et aussi toujours en adéquation avec les besoins et les projets. Ça veut dire si les jeunes ils ont besoin, tant mieux. S'ils n'ont plus besoin de nous, voilà. Ils sauront nous retrouver s'ils le souhaitent. Donc l'intérêt aussi d'être affilié à CAP Réhabilitation, à la réhabilitation psychosociale, on sait, pareil, hein, ça se développe depuis très longtemps, on a différents outils, différentes approches, on a beaucoup parlé de rétablissement, les pratiques orientées rétablissement, je pense que c'est un beau guide, un beau phare pour faire évoluer nos pratiques. Je pense qu'on veut tous tendre à ça, et tendre à ça, ça va nécessiter aussi qu'on se forme, et ça va nécessiter qu'on soit à l'écoute. On a eu plein de témoignages, mais je pense que la père aidance, elle est essentielle. Pour moi, j'ai un truc, c'est père aidance à tous les étages. Et bon, les centres de réhabilitation psychosociale permettent ça. Le TP permet ça. Tout à l'heure, il y a eu une question, comment on peut faire ça? Le TP, c'est des révolutions silencieuses. C'est aussi amener les pères aidants pour qu'on construise nos outils, même si au départ, c'est des outils qu'on a pensés nous-mêmes. Et eux, ils peuvent alimenter cette réflexion avec nous pour les faire évoluer, pour qu'ils soient le plus appropriés aux problématiques. Donc voilà, donc ça, après, ça, c'est l'offre un petit peu globale des éléments. Alors il y a des choses qu'on fait beaucoup, hein, la remédiation cognitive, les parcours aidants, c'est essentiel. On a une MSP aussi sur CAP Réhabilitation avec l'objectif de développer des collectifs de pères aidants, favoriser ça à l'image de la maison perchée, des choses un petit peu comme ça. Donc on essaye de souffler sur les braises et puis finalement ils soufflent eux-mêmes sur les braises, ils n'ont pas besoin de nous. Mais voilà, c'est aussi l'utilisation de différents outils qui favorisent cette autodétermination, qui favorisent le rétablissement et
et adapté potentiellement aussi aux jeunes PEP, parce que bon, il y a certains outils qui ne sont pas forcément validés dans ce sens-là, donc on essaye d'adapter certains outils. On ne va pas envoyer par exemple en ETP autour de la schizophrénie forcément un jeune qui a fait un PEP, mais on va proposer des ETP qui sont plus adaptés. Donc voilà un petit peu cet intérêt aussi de travailler en collaboration, enfin ce groupement entre l'intervention précoce et la réhabilitation psychosociale. Moi, mon travail, il est beaucoup aussi dans cette dynamique-là de coordination. En Australie, c'est des case managers aguerris qui pilotent un petit peu les case managers. Voilà. Moi, je propose qu'en France, les IPA on soit mis à contribution pour ça. Je pense qu'on a de belles compétences et pourquoi pas. Enfin voilà. On a aussi cette réflexion de coordination et des parcours. Et moi, je travaille aussi beaucoup dans cette dynamique parce qu'en fait, la réalité, c'est là que ça se passe, c'est dans la cité avec les partenaires. Et là, je donne un des pans des réflexions. Alors, faire du partenariat, c'est aussi les maintenir, c'est être actif, c'est échanger. Et puis finalement, il y a tout est possible. Ça veut dire si le jeune il arrive avec un projet de BTS, de voyage, je ne sais où, l'idée c'est de faire en sorte de cheminer avec lui, d'aller trouver les réseaux, de réfléchir si lui-même il n'a pas déjà des ressources qui vont dans ce sens-là. Donc ça c'est un gros travail. Le maillage il est essentiel et je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage pour le développer et pour le maintenir. Et je pense que la pratique avancée, elle nous donne aussi ce raisonnement, elle nous donne aussi cette capacité d'échanger avec tout le monde et surtout de s'acculturer à différents modèles comme le médico-social, comme les milieux universitaires. Voilà, on a des billes peut-être supplémentaires pour échanger. Est-ce que j'ai du temps? Ça va? Je suis pas mal. On est un peu short là. Short là? Ouais, ok, rapidement. Rapidement quand même, parce qu'en fait, ça rejoint un peu la dynamique de la... Moi, j'ai travaillé sur l'expérience infirmière auprès des jeunes. J'ai été publié dernièrement. Je voulais vous en parler succinctement. Il y a un modèle d'incertitude partagée entre les jeunes usagers qui vivent ces expériences effrayantes et qui sont confrontés à un personnel de santé en intra-hospitalier qui se dit mince, l'environnement n'est pas assez thérapeutique, ils craignent les crises et puis ils ont le sentiment de manquer d'interaction. Il y a une étude en 2000 qui montrait 7% de temps d'interaction thérapeutique, c'est faible dans les services. Et puis en fait, du coup, on se dit c'est quand même pour les jeunes PEP, c'est le premier contact parfois, les services de soins aigus sans consentement. Et du coup, en fait, cette expérience du premier épisode, il diminue, il sape la motivation, il sape le sens de la vie et tout espoir pour l'avenir. Notre rôle en tant qu'infirmier et en tant qu'infirmier en pratique avancée, c'est de donner une dynamique à cet espoir. Je me suis référencé à Gottlieb et Gottlieb, à Gottlieb, qui les soins infirmiers fondés sur les forces. Cette idée que finalement il y a des forces et des facteurs externes qui viennent influer nos pratiques. Et les forces les plus importantes, c'est les valeurs, les croyances et les attitudes. Et en fait, tout ça se mêle. Nos valeurs et nos croyances, elles se mêlent, elles influent sur nos attitudes. Et en gros, il faut qu'on prenne conscience de nos propres valeurs, de nos croyances et de nos attitudes afin de pouvoir comprendre comment ces forces se servent de principes directeurs qui guideront leur jugement, les décisions et les actions cliniques. Et en gros, on a bien vu ce matin, on a pu voir les travaux de Kevin Marc Valéry, et moi, mon contexte au départ était aussi sur en 2022, ou 2020, mince, un petit bug, bref, de cette revue de littérature portée par Antoinette Proutot et Kevin Marc Valéry. Et puis, dans ma revue de littérature, on a de plus en plus de preuves d'attitudes et de comportements stigmatisants de la part des professionnels de santé mentale. Kevin Marc Valéry nous a déjà montré un petit peu en quoi elle s'exprimait dans nos pratiques, et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. Vous voyez, les attitudes coercitives, le pessimisme, l'étiquetage diagnostique, il y a tout un lot d'éléments sur lesquels il faut qu'on ait conscience pour pouvoir mieux agir. Du coup, je me suis posé la question, j'ai voulu essayer de décrire le sens qu'attribuaient les infirmiers à l'expérience du premier épisode psychotique. Je postille. Donc j'ai fait une approche qualitative basée sur la phénoménologie descriptive. Je rejoins Vincent sur le qualitatif dans notre modèle scientifique. Il est parfait pour aller explorer. Je suis désolée de te faire accélérer un petit peu. Encore plus rapidement. Ouais, je suis à combien on n'aura pas le temps. Rapidement. Bref, il n'empêche que le premier épisode psychotique questionne nos pratiques soignantes et nos savoirs en psychiatrie et en santé mentale. Sa prise en soin, elle est complexe, mais elle valorise et remobilise notre rôle infirmier.
Et en gros, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que en fait, dans ces services de soins, il y a des focalisations excessives sur les symptômes et les traitements médicamenteux. On valide les attitudes coercitives avec peu de référencement au moindre recours. On sent qu'il y a un manque de formation sur ces sujets-là. Il y a du pessimisme thérapeutique. Mais chez les jeunes PEP, il y a quand même une contrebalance, il y a quand même il y a de l'optimisme, il y a un sentiment de similitude, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être mon fils, donc du coup qui protège un petit peu. Puis il y a l'accomplissement, c'est jeune, c'est de la clinique aiguë, du coup on est sur le même pied d'égalité que les médecins parce que c'est la première fois qu'on le rencontre, notre clinique, voilà. Et puis il y a une contagion d'espoir. Moi, mon interrogation, c'est face aux autres troubles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait le eux et nous, la distinction. Ça veut dire il y a nous, soignants et le jeune PEP, et puis il y a les autres, ceux sur lesquels on est peut-être plus en difficulté. Et là, on est dans une distinction. Pareil sur l'étiquetage diagnostique avec l'idée d'incurabilité. J'ai même entendu, s'il passe dans le milieu adulte, c'est fini. Oh, j'étais là, mince, on fait des trucs bien chez les adultes quand même. Mais voilà, donc ça c'est un truc que je voulais vous échanger. Pour conclure, on a un métier extraordinaire. Effectivement, il y a tout un pan à la fois clinique, de recherche, de formation. La réhab, je pense qu'on peut continuer à développer et c'est les enjeux qui s'infusent dans les secteurs. Et l'intervention précoce, les IPA, on peut aussi agir. On peut se brancher aux médecins pour développer ces projets dans nos territoires et même les territoires non universitaires. Voilà, perso, je suis là. Je ne sais pas combien de temps j'ai... On est au-dessus, mais c'était hyper intéressant. Ouais. Merci. Désolé. Merci. Donc on va laisser la place à Cécile, qui va nous parler d'IPA en intra en secteur adulte. J'ai eu le plaisir de recevoir Hugues en stage pendant 2 mois. On ne s'est pas ennuyé. Hein. Je peux prendre le micro si tu veux. Du coup, moi, Cécile Roumy, je suis IPA PSM au CHU de Saint-Étienne, donc un établissement multidisciplinaire. Et je suis là pour vous parler de ma pratique en intra-hospitalier, sachant que c'est pas ma pratique globale, mais ça représente 40% de mon temps de travail. Donc pour me présenter, moi je suis diplômée de 2004, j'ai fait mes études à Bordeaux. Ensuite j'ai travaillé pendant 11 ans aux urgences psychiatriques, travail de consultation, prise en charge d'adultes et puis d'adolescents. Ensuite j'ai travaillé donc en CMP, donc un CMP qui avait la particularité d'être ouvert 7 jours sur 7. Où j'ai fait aussi de l'éducation thérapeutique. J'ai aussi intégré la CUMP, je suis régulatrice de la CUMP 42. 2021, entrée en formation que j'ai fait donc à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Deuxième année à l'université de Clermont-Auvergne. Et donc, depuis 2023, je travaille en intra-hospitalier, enfin sur un secteur global, à moitié en intra, à moitié en extra. Et depuis septembre, je suis inscrite en doctorat à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc pour mon implantation, je vous ai remis le cadre global que tout le monde connaît. Moi, j'ai quand même commencé ce travail avec une recherche autour des représentations de la pratique avancée en psychiatrie santé mentale, une recherche qualitative pour interroger les représentations de tous les professionnels avec lesquels j'étais amenée à travailler, psychologues, assistantes sociales, éducatrices, infirmiers, cadres, voilà. Donc ça a été vraiment aussi ma base de travail. Ensuite, j'ai fait le cadre pas classique. Toute l'institution a participé à cette réflexion, donc c'était assez intéressant. Et j'ai su assez tardivement mon lieu d'implantation. Donc j'avais quand même pensé depuis 2 ans au fait de travailler sur un secteur de manière un peu globale, donc en intra, en extra. Et c'est quelque chose qu'on a pu discuter lors de mon stage de 2e année. Donc l'état des lieux lors de mon stage de 2e année, donc le secteur, c'est le secteur Plaine, c'est un petit secteur c'est le plus petit secteur du CHU avec moins de 60 000 habitants. Un niveau socio-économique à l'inverse, plutôt au-dessus dans la Loire. Une offre de soins libérales hyper importante par rapport à mon ancien secteur avec pas mal de psychiatres libéraux, beaucoup de psychologues, un fort maillage au niveau de la médecine libérale et puis une couverture par 2 CPTS. Une offre de soins hospitalières aussi assez importante pour le secteur, avec 4 équivalents temps plein de psychiatres, 2 internes, une psychologue. Une unité d'hospitalisation, donc c'est une unité d'entrée.
Et en extra-hospitalier, un CMP avec 6 infirmières et un hôpital de jour CATTP avec 5 infirmières. Alors, les problèmes qu'on a pu identifier au niveau interdisciplinaire, c'était que, comme dans beaucoup d'endroits, un manque de coordination entre les différents acteurs du soin, que ça soit intra-extra, mais aussi secteur et puis la ville. On n'avait pas d'équipe mobile sur le territoire. Et en intra-hospitalier, une équipe très très jeune avec 10 infirmières sur 12 qui avaient moins de 3 ans d'expérience. Donc j'ai fait des propositions qui ont toutes été acceptées par l'établissement et puis par les médecins de mon service, notamment la création d'une équipe mobile sur le modèle ACT. C'est déjà un modèle qui a été mis en place sur le secteur de Saint-Étienne par l'équipe du Dr Fakra et qui marche. Donc on a écrit un projet qui a été déposé à l'ARS, qui est en cours d'examen. Donc j'ai proposé aussi de rajouter un temps de coordination entre intra et extra-hospitalier, d'intégrer les groupes de travail des 2 CPTS et 2 jours par semaine de travailler en intra-hospitalier, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc mon temps en intra-hospitalier, donc j'ai plusieurs temps de travail où j'ai essayé d'investir pas mal de missions. Le temps clinique, donc moi je suis référente des patients qui viennent en séquentiel en hospitalisation. Ça représente 1 à 2 patients par semaine, ce qui n'est pas énorme. Mais c'était dans une volonté de dynamiser un peu ces prises en charge parce que c'est des patients qui venaient depuis des mois, voire des années en séquentiel, sans vraiment en fait, de projet à long terme et sans à chaque fois pouvoir mettre des objectifs à ces séquentiels. Donc le but était de réévaluer un peu ces indications de séquentiel, qui étaient quand même pour des patients relativement jeunes. Ponctuellement, donc les psychiatres me demandent de voir des patients pour pouvoir donner mon avis au niveau clinique, avoir une évaluation paramédicale en fait sur certaines prises en charge qui sont un peu complexes. Et puis du coup, je fais les fins de prise en charge des patients qui ont une indication équipe mobile avant la sortie, où du coup, je vais présenter à la fois le dispositif, mais aussi on va travailler avec l'équipe infirmière à faire l'évaluation des besoins, avec notamment, on utilise l'échelle et l'ADEB, puisque c'est celle à laquelle on est formé. Voilà. Pour les usagers, j'ai aussi un temps de coordination, à la fois ce que je disais, intra-extra. Il y a déjà une réunion qui existe depuis longtemps de tout le secteur. Inter-équipe, tous les lundis, à laquelle je participe. Et puis, on a rajouté une réunion le mardi avec l'équipe de l'Extra pour retravailler en fait, les projets de soins, parce que le lundi, on dit tel patient va sortir, faut que vous les preniez en charge, mais sans vraiment travailler ces projets. Donc, c'était vraiment pour pouvoir remettre du sens dans la pratique en extra-hospitalier, que ce ne soit pas juste de la consultation pour de la consultation. Le temps de coordination, on a aussi profité qu'on intègre les 2 CPTS pour pouvoir retravailler des temps de coordination avec la ville aussi, parce que c'était quelque chose qui avait été identifié par les professionnels libéraux, un manque de lien en fait, sur les sorties d'hospitalisation. Donc on a réinvesti un peu tout ce qui était dossier médical partagé, parce qu'en fait on ne l'alimente pas. En tout cas, on ne l'alimentait pas, et du coup, on a retravaillé, que ce soit avec des usagers, des associations d'usagers, des associations telles que l'UNAFAM, et puis les collègues des CPTS et de l'intra-hospitalier pour pouvoir créer un support et puis réinvestir ce dossier médical partagé. Ça a été aussi, du coup, c'était l'occasion, mon arrivée, de remettre en place des temps de réunion clinique qui n'existaient plus, et c'est bien dommage. Du coup, on a remis en place une réunion clinique tous les 15 jours. Donc ça, c'est ma cadre de santé qui s'occupe de fixer les dates. Et du coup, on n'a pas de psychologue, malheureusement, en intra-hospitalier. Donc c'est globalement moi qui suis en charge de réguler ces temps de réunion clinique. Pour cette équipe aussi qui était jeune et pour lesquelles on voulait... il y avait des demandes, notamment de formation. Donc j'assure 1 à 2 fois par mois, d'octobre à juin, des temps de formation pour elles. Alors à la base, ce qui avait été identifié, c'est qu'il y avait besoin de temps de formation sur de la psychopathologie notamment, parce que la formation en IFSI, elle n'est pas forcément adaptée à la réalité du terrain. Donc on a fait ça. Et puis moi ça fait 1 an que je suis implantée, et sur l'année, on s'est rendu compte en fait que justement le temps avec les patients, il n'était pas investi, et qu'on voulait redonner du sens à la pratique infirmière en psychiatrie. Et du coup, ça a été maintenant refaire une formation sur le travail infirmier en psychiatrie, la référence infirmière, comment on prend en charge des patients, qu'est-ce que c'est le rétablissement, qu'est-ce que c'est la réhabilitation psychosociale.
Donc c'est un temps super intéressant et c'est un temps finalement qui a été investi par l'ensemble de l'équipe, que ce soit les infirmiers, l'assistante sociale, les médecins, les internes. Et ça a permis de recréer une dynamique d'équipe en fait. Ça permet de refaire du lien entre tout le monde et d'avoir un langage commun quand on travaille ensemble. Et voilà, c'est un temps qui est très apprécié de tout le monde. Et puis j'ai aussi du temps, on va dire, informel auprès des équipes, où ça me permet de reparler de situations un peu compliquées, parce que même si on a un secteur ouvert, il y a encore des temps où il y a des temps de montée d'agressivité, on va dire, et du coup, c'est comment on va faire de la communication non violente, comment on va travailler au désamorçage, comment on va faire parler ces patients pour les apaiser. Et du coup, ça permet quand même, ça nous a permis, actuellement, on n'a plus de contention et d'isolement dans notre service. À 1 an. Du coup, si je dois faire une évaluation, ça a été quand même une place qui était compliquée à trouver, parce que quand je suis arrivée, il y avait 4 médecins, 2 internes, les externes. Trouver sur quelle file active on va mettre, quel patient on me confie, c'est pas toujours simple, ça n'a pas toujours été simple. C'est pour ça qu'on a essayé de cadrer. Donc il a bien fallu 6 mois pour que ça soit relativement fluide. Ce qui était compliqué aussi, c'est que j'ai pas les outils de travail pour travailler. Notamment, par exemple, j'avais pas d'accès à la prescription, donc c'était un peu compliqué quand on travaille en intra-hospitalier. Actuellement, je l'ai, mais c'est pas des outils adaptés pour la pratique IPA. J'ai des accès de médecins. Donc ça veut dire que quand je signe une ordonnance, je signe tout ce qu'il y a sur l'ordonnance, notamment les traitements somatiques. Voilà. La plus-value, les équipes sont... on a fait des questionnaires de satisfaction et notamment par rapport au temps de formation sont assez satisfaites, que ce soit l'équipe médicale ou l'équipe paramédicale. Ça a permis de redonner un peu de sens dans les prises en charge d'intra-hospitaliers et puis d'introduire des outils issus de la réhabilitation dans les prises en charge et de fluidifier le parcours de soins. Le risque majeur, pour moi, ce que j'identifiais, c'était le dépassement de fonction, parce que, alors là-dessus, je m'appuie beaucoup sur mon protocole d'organisation, parce que, globalement, moi, on me demande pas de prendre la place de médecin, d'infirmier, mais globalement, des fois, il n'y a pas de médecin et je suis toute seule. Donc ça, c'est quelque chose que je refuse, parce que je ne suis pas médecin et qu'il y a plein de choses que je peux pas faire en tant qu'IPA. Les perspectives, ma démographie médicale s'est beaucoup modifiée en 1 an, puisqu'on passe à 1,3 équivalent temps plein à partir d'octobre. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses sur le fonctionnement du secteur de manière générale. Voilà. Et puis mon inscription en doctorat, du coup, ça fait aussi que j'ai un peu plus de temps libéré pour le temps de recherche, donc je serai un peu moins présente dans le service. Malgré tout, c'est une super opportunité d'être en intra-hospitalier. Au niveau de l'équipe, moi, ça m'a permis de créer du lien et d'être connue de l'ensemble de l'équipe du secteur. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ils n'hésitent pas à me solliciter, que ce soit l'intra ou l'extra-hospitalier. Ils connaissent bien toutes mes missions et j'ai peu de demandes qui ne sont pas de mon champ de compétences, en fait. Au niveau institutionnel, le fait d'être dans l'institution, je suis déjà identifiée comme IPA du CHU de Saint-Étienne, psychiatrie santé mentale. Donc déjà, c'est assez intéressant. Je suis sollicitée pour pas mal de groupes. Je travaille sur le moindre recours et l'isolement en contention avec Yvonne Kenom. Je suis co-coordinatrice de la recherche paramédicale sur le CHU de Saint-Étienne. Je fais la confédération savoir. Et puis, du coup, le fait d'avoir intégré aussi, de m'être inscrit en doctorat, ça me permet de travailler le lien entre établissement et université. Et au niveau personnel, moi, ce que j'aime quand je suis en intra-hospitalier, c'est que globalement, hormis période de vacances, il y a tout le temps un médecin. Et c'est quand même très rassurant aussi quand on prend ses fonctions en tant qu'IPA de pouvoir s'appuyer sur un médecin. Ça me permet de diversifier mes missions. Et puis, il y a une reconnaissance aussi de mes compétences, notamment au niveau clinique. Voilà, moi j'ai fait plus court. Voilà. Et puis, du coup, en intra-hospitalier, j'interviens aussi sur le jardin thérapeutique. Donc, j'ai mis du photo du jardin thérapeutique. Merci à toi, Cécile. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour mes collègues ? Est-ce que je peux poser une question à Hugues ? Oui. Moi, je voulais juste savoir, pour les premiers épisodes psychotiques, comment les jeunes arrivent jusqu'à vous ?
tout l'enjeu du maillage, il est là. Alors pour les jeunes du premier épisode, c'est les urges ou les services. On a 3 secteurs, nous on concerne 3 secteurs géographiques. Et donc c'est ça, peut-être. D'ailleurs, c'est là, dans le sanitaire, où c'est plus compliqué. Autant pour les jeunes avec un ultra haut risque de transition, c'est le lycée, c'est la fac. Là, ça devient de plus en plus fluide. Autant sur le sanitaire, c'est aussi se faire connaître par les équipes d'intra. Mon étude, j'espère aussi, sera un vecteur pour ça. J'attendais sa publication pour pouvoir un peu plus communiquer sur ces dynamiques-là. On essaye de communiquer auprès des médecins, mais on est assez bien identifié, donc les jeunes sont orientés comme ça. Mais ouais, urge et secteur. Pour le premier épisode. Oui. Moi, j'aurais aimé savoir si vous aviez un conseil à donner à des IPA qui ont envie de se lancer dans des pratiques innovantes. Qu'est-ce que vous donneriez ? Si ça vous inspire. Allez, je prends le micro. Allez. Vous avez encore 30 minutes. Non, en fait, je pense que il y a des choses qui sont en lien avec le contexte. Ça veut dire, je pense que c'est nos collaborations avec les médecins, d'être partie prenante dans la réflexion au niveau de notre institution. Enfin, je pense que l'innovation, il y a des tas d'innovations en psychiatrie qui sont à portée de main sur des tas de projets. On a les directives anticipées, on a le rétablissement à ancrer dans nos pratiques. C'est se rattacher à des projets, essayer d'amener finalement aussi cette plus-value de cette science infirmière, de ces compétences infirmières qui peuvent se greffer à n'importe quel projet en fait. Moi, je compléterais avec le fait qu'il faut saisir les opportunités, mais le maillage territorial et l'intégration dans le réseau est fluidifié. Je trouve qu'on a toute notre place là-dedans. Aujourd'hui, on a parlé quasiment que de ça, en fait, quand on réfléchit bien. Et du coup, moi, je trouve, je saisis les opportunités aussi par le biais de la CPTS, par exemple. On est nombreux à se saisir de tous les partenaires autour, et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Et puis globalement, de toute façon, on crée notre implantation. Donc, toute implantation, de toute façon, ça devient une innovation. On a tous, ce qu'on discutait, c'est compliqué aussi d'évaluer l'impact qu'on peut avoir sur le système de soins actuellement, parce qu'on a tous des implantations différentes. Donc, savoir créer un indicateur qui mesurerait l'impact de la pratique avancée, c'est hyper compliqué à l'heure actuelle, parce que chacun, on a quelque chose d'innovant dans notre pratique. Donc, merci à vous. Merci à vous 3. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a un partenariat avec la revue Santé Mentale. Je vous l'avais dit ? Il y a un article qui est paru sur le numéro de ce mois d'août, le numéro spécial formation, mais il y a un article sur un IPA qui partage un peu son expérience aussi, qui s'appelle Tristan Lagier. Et c'est une expérience qui est assez concrète. L'article est en accès libre encore quelques temps. N'hésitez pas à aller le voir.